Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Rocco Mitton, le président du Congrès. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette veille de Noël. Mais le Congrès, lui, n'est pas en vacances. Il y a encore une séance publique la semaine prochaine. Vous n'arrêtez pas, vous avez beaucoup bossé cette année quand même. Ah oui, nous avons tout un lot de textes là. Et il faut signaler quand même qu'au niveau du Congrès, les élus, et notamment celles et ceux qui ont été élus en 2019, font preuve d'une grande capacité imaginative. Et donc, nous avons beaucoup de propositions de délibération, des propositions de loi du pays, etc. Et tout cela, il faut organiser la discussion au sein des conférences des présidents, du bureau. Et donc, au Congrès, on ne chante pas à l'heure actuelle, effectivement. Quel est le bilan essentiel de cette année 2022? Quels sont les textes principaux ou les débats principaux qui ont eu lieu dans l'hémicycle du boulevard Vauban? Du gouvernement, non, pas du gouvernement, Du boulevard Vauban. Ah, du boulevard Vauban, pardon, j'ai pas bien compris. Ben, nous avons eu des textes importants, puis, notamment sur ces derniers temps, mais ce ne sont pas encore tout à fait fixés. Hein. Ce sont les deux textes sur la proposition de loi du pays sur la médiation liée à la crise de l'usine du Sud. Là. Donc, Et qui va être appelé à une seconde lecture. Voilà, qui est appelé à une seconde lecture. Nous avons aussi les textes fiscaux, nous avons les textes de la redevance, l'extraction, l'exportation, etc. Tout cela, sont des textes qui ne sont pas encore tout à fait, finalisés, puisque nous allons les examiner en début d'année prochaine. Mais justement, on a l'impression que vous parliez de l'imagination des élus élus en 2019, mais on voit aussi un climat parfois un peu électrique au Congrès, et on a vu l'adoption de plusieurs motions préjudicielles qui ont reporté l'examen de textes, les textes fiscaux, les textes ou les textes sur l'extraction minière. Oui, ça veut dire quoi? C'est difficile aujourd'hui effectivement, j'ai remarqué que sur ce mandat-là, les élus, c'est pas ils ont tendance à cela, mais ils ont utilisé pas mal cette possibilité-là qui leur revient d'ailleurs, hein, notamment les motions préjudicielles pour les renvois des textes en commission. Cette possibilité-là fait partie tout à fait de la compétence normale, hein, des parlementaires. Lorsqu'ils sentent qu'un texte n'est pas suffisamment travaillé, qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, notamment sur les impacts de telle ou telle disposition qui font l'objet de ces différents textes, donc ils proposent le renvoi en commission, voilà, par la motion préjudicielle. Mais à la fois, ça ralentit quand même tout le travail du Congrès, ça reporte l'examen des textes. Est-ce qu'on perd pas un peu de temps? Moi, je suis plutôt partisan pas du laisser faire, mais en tout cas de laisser aller jusqu'au bout les discussions sur les textes. Parce que vous savez qu'un texte, il engage le pays des fois pour plusieurs générations. Nous fonctionnons sur des textes là qui ont presque 100 ans, certains. Hein, voilà. Donc les textes que nous allons voter maintenant engagent l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en quelque sorte. Donc il est important de perdre quelques heures, entre guillemets, perdre. Mais en fait, c'est pour faire en sorte que les élus, donc, dans leur responsabilité de faire la législation, de créer les normes, on va dire, ne se trompent pas. Et que les réglementations qui sont votées par les lois du pays, par les délibérations, eh bien, ce soit des... Il y a une certaine... Comment on va dire ça? Il y a quelque part une vérité, hein, qui peut sortir de ces textes-là pour que ce soit disons, des textes qui soient ajustés aux besoins de la population et au contexte local, c'est-à-dire le contexte calédonien. Il faut arrêter maintenant, je pense, de faire du copier-coller avec les textes qui nous viennent de métropole. Mais je pense que les élus calédoniens, quelle que soit leur origine, que ce soit indépendantiste ou non indépendantiste, ils ont compris ça. On a l'impression aussi d'une plus grande tension. Il y a parfois un climat un petit peu électrique au Congrès. C'est dû à l'absence de majorité réelle avec ce groupe de l'éveil océanien qui fait la charnière entre les deux.
Oui, il y a ça, mais c'est vrai que quand il y a des majorités affirmées au Congrès, ben ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ces majorités-là. Mais bon, je me rappelle en tant que jeune élu à l'époque, en 1989, quand on a été avec la toute-puissance du RPCA à l'époque, avec le commandeur, le député Jacques Lafleur, c'était pas très intéressant. Parce qu'en fait, quelqu'un de la majorité exposait les textes, et puis il y avait, bon, évidemment, des débats, mais ça n'allait pas très loin. Je pense que quand il n'y a pas de majorité, c'est plus intéressant pour les débats démocratiques. Et ensuite, il y a des majorités d'idées qui se constituent. Et en fait, les textes qui vont sortir ils vont correspondre, en gros, à ce que souhaite la majorité de la population calédonienne. Et vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de dérapage, à ce que les débats soient pas trop violents, ou est-ce que c'est d'une bonne tenue en général? Oui, en général, ce sont des débats de bonne tenue. Bon, bien sûr, on assiste parfois à des écarts de langage, voilà, des personnes, enfin des élus qui s'énervent, voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, en général, c'est assez rare. Voilà. Quelles sont les relations entre le Congrès et le gouvernement? Il y a des fois, en fonction des périodes, en fonction des majorités, ça se passe plutôt bien ou plutôt pas bien. C'est-à-dire le gouvernement vous envoie des textes, en général, les choses se passent bien? En général, avec le gouvernement, les choses se passent très bien même. Voilà. En tout cas, nous, au niveau du FLNKS indépendantiste, quoi, nous avons des réunions de coordination entre les groupes indépendantistes du Congrès et puis le gouvernement. On essaye de trouver, de rechercher une cohésion de façon à ce que quand les textes arrivent au niveau du Congrès, eh ben ça se passe bien. On ne passe pas trop de temps disons, à débattre, puisque les débats se font en amont. Mais parfois, c'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours en phase avec le gouvernement. Et là, évidemment, ce sont les discussions. Donc, au niveau des groupes qui reprennent ou au niveau des commissions. Les commissions passent énormément de temps. Enfin, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le temps passé en commission pour un texte normal, c'est quand même c'est comment dire, un volume d'heures important que les élus passent à trouver des compromis parce que, et des consensus sur les textes. Parce qu'en fait, vous savez que la plupart des projets de loi du pays qui ont été adoptés par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ils ont été à 75%, ils ont été adoptés par consensus, et votés à la majorité, voilà, on va dire à l'unanimité. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on sent qu'il y a un débat qui est là, une volonté de rechercher, disons, la substantifique moelle des textes et ensuite de voir comment que ça s'applique, voir les impacts que ça va donner sur l'avenir du pays, etc., l'avenir des populations, donc pour le bien-être des populations. Et puis ensuite, on va vraiment, franchement, je trouve que ce mandat-là, les élus qui sont là depuis 2019, ils font vraiment preuve d'un sérieux dans dans le travail d'analyse des textes, l'approfondissement des problématiques qui sont posées, et ensuite les décisions qui sont prises, soit pour les délibérations, soit pour les projets, pour les lois du pays, ou bien tout simplement pour des vœux. Voilà. C'est plutôt rassurant pour les discussions sur l'avenir qui vont s'ouvrir, cette capacité Mais de trouver des je consensus crois qu'il aujourd'hui. il faut arrêter de, comment dire, arrêter de se faire peur quoi, avec ça. De toute façon, là, nous sommes une île ici. Voilà. Nous avons une mentalité insulaire. Et les insulaires, en général, se battent évidemment dans un premier temps. Mais ensuite, bon, comme l'île elle est petite, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait alors? On va pas tous s'entretuer ici. Ça veut dire qu'on débat, on négocie, on discute, et ensuite on essaie de trouver une possibilité de se mettre d'accord en alliant nos convergences pour pouvoir trouver des solutions qui conviennent à tous. Je crois que ça, ce sont ces propres insulaires, ça. Voilà. Et nous, les Océaniens, on fonctionne comme ça. Donc c'est parfois violent. Voilà. La Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas oublier que c'est une terre violente.
du fait de son histoire coloniale, c'était une terre violente. Elle Il l'était y a même, une elle situation, l'était même avant, hein, il paraît. non, mais pas à ce point-là, parce que comment dire, nos anciens avaient, avaient inventé, comment vous avez mis en place des systèmes de contre-pouvoir, donc au niveau des chefferies, et qui faisait que après la guerre, eh ben, c'était, tout était tenté pour trouver, comment dire, les moyens de faire la paix et de vivre, tout simplement. Voilà. Pour revenir au Congrès, on sait que le budget ne sera pas voté avant le mois de mars. C'est inquiétant, sans vouloir se faire peur, encore une fois. C'est pas mieux que le budget puisse être voté en décembre chaque année. Ah ben comme il nous est impossible de voter un budget comment dire, en déséquilibre, hein, la France peut voter des budgets en équilibre. Nous, on ne peut pas. C'est interdit. Interdit par la loi. Donc, en phase des dépenses, ben, il faut mettre des recettes. Bon, quand les dépenses dépassent les recettes prévisibles, ah ben, soit qu'on diminue drastiquement les dépenses, ou on fait en sorte de trouver de nouvelles recettes. Voilà. Pour le moment, eh bien, nous n'avons pas trouvé de nouvelles recettes et il nous reste quand même 15 milliards, quelque chose comme ça, pour équilibrer notre budget. Donc, ben, il faut attendre que les négociations avec que le gouvernement finalise ses négociations, notamment avec l'État pour des emprunts, etc. Ou bien pour éventuellement restreindre encore plus les dépenses pour pouvoir le voter. Et ça prend du temps. C'est vrai que on va dire, la pratique du Congrès depuis, enfin pratiquement depuis dans les 20 ou 30 dernières années, à part une fois ou deux, c'était des votes, ce sont des votes du budget en fin d'année. On votait aux alentours du 29, 30 ou 31 décembre. Voilà. Mais là, c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, la troisième année, nous allons dépasser le 31 décembre. Et là, on avait pensé par rapport à un point qui nous avait été fait par les services du gouvernement aux alentours du mois de octobre, novembre, qu'on allait pouvoir voter en décembre. Et puis tout compte fait, non, c'est pas possible. Donc nous allons le voter. On aura le double là dans les Le semaines qui débat viennent, d'orientation le budgétaire. débat d'orientation budgétaire, et ensuite dans la foulée le vote du budget en mars, On aura trouvé 15 en mars milliards. 2023. On aura trouvé 15 milliards d'ici là. Voilà. C'est la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui vous préoccupe, qui préoccupe les élus du Congrès. Ah ben nous sommes élus pour nous occuper de ça, hein. Alors donc c'est évidemment On que c'est parle de préoccupant. faillite de la Nouvelle-Calédonie, c'est trop fort comme terme. Non, c'est trop fort comme thème. C'est toujours pareil. Ici, on aime bien se faire peur en Calédonie, hein. Ou alors on crie, on pleure avant d'avoir mal. Ben, c'est un petit peu comment dire, la mentalité des Calédoniens, ça. Donc ça veut dire que non, il faut prendre tout ça tout à fait, comment dire, avec pas de sincérité, mais disons avec un état d'esprit de responsable. Il faut être responsable de ce qu'on fait. Donc tous les élus, moi je pense que tous les élus du Congrès sont responsables, malgré que nous sommes de partis différents, d'idéologies différentes, nous n'avons pas les mêmes points de vue sur l'avenir du pays, indépendantistes, non indépendantistes, au milieu, voilà, le camp du milieu. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose comment dire, qui nous rassemble, en tout cas, qui nous rassemble vraiment, mais de façon très forte, c'est de toujours, à chaque fois, s'occuper de nos populations, voilà, et de trouver les moyens et les politiques publiques qui permettent à ce que notre population soit bien servie et satisfaite. Quand c'est difficile, eh bien, il faut chercher des solutions. Les solutions, on les trouve toujours. Voilà qui est rassurant. Mais dans ce contexte, et vous le savez, Rocco Miton, les Calédoniens s'étonnent parfois du nombre de déplacements, de voyages que font les élus calédoniens, les responsables politiques. C'est l'un des reproches qui vous est fait à vous d'ailleurs. On dit que vous êtes toujours en voyage, alors c'est excessif sans doute, mais ce mois-ci vous êtes allé au Vietnam, vous êtes allé au Vanuatu. C'est important, c'est indispensable ce genre de voyage, ou est-ce que dans des périodes de tension économique comme celle-là, il vaudrait mieux restreindre un peu ces déplacements? Mais en fait, on a beaucoup restreint nos déplacements, hein. Je signale, Avec le Covid d'abord, il y a note, oui, avec pendant un le moment. Covid, je note pour l'année 2022, donc oui 2022, le Congrès a rendu plus de 300 millions quand même, hein. Voilà, et on a dû rogner sur nos dépenses, hein, pour pouvoir rendre au gouvernement
pour assurer d'autres types de dépenses. Les voyages, nous sommes une île. Voilà. Et quand on est une île, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester donc à cuire dans notre jus ici. Il faut aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Je pense que c'est du bon sens qui nous permet de dire, en tout cas qui me permet de dire que les voyages sont essentiels à la vie et à la survie de la population calédonienne. Voilà. Et comment dire, nous sommes éloignés de 18 000 km de la France. Ou alors il fallait pas venir nous chercher là il y a 170 ans, quoi. Voilà, parce que c'est loin. Voilà, donc quand des fois, vous êtes moins allé à Paris cette année. à partir du moment où notre statut ne nous permet pas encore d'avoir tous les pouvoirs entre les mains, et il faut aller parfois aller là où le pouvoir de décision se trouve. Voilà. Parfois c'est facile parce que c'est à 100 mètres de nous et un peu plus, 300 mètres du gouvernement, c'est le au commissariat. Et parfois, eh ben, il faut faire 18 000 ou 20 000 kilomètres, ça veut dire 24 heures d'avion. Donc, nous dire qu'il faut voyager, mais moi je dis, mais heureusement qu'on voyage. Parce que si on ne voyage pas, comment voulez-vous régler les problèmes si on est là entre nous? Voilà. Mais vous comprenez que les Calédoniens puissent s'interroger parfois. Mais ça, c'est compréhensif. Mais quand il faudrait qu'ils se regardent eux-mêmes aussi, hein, parce que quand on regarde depuis le confinement, le nombre de Calédoniens qui sortent et qui rentrent et qui sortent et qui rentrent, voilà. Donc, il faut quand même pas, disons, comment on va dire ça, que l'hôpital se fout de la charité. Donc, tout le monde voyage ici. Voilà, sauf si les personnes qui n'ont pas de moyens ne voyagent pas, mais en règle générale, vous allez regardez ce qui se passe depuis il n'y a plus de place, hein. Il n'y a plus de place dans les avions. Il n'y a plus de place dans les avions pour Paris, il n'y a plus de place dans les avions pour le Vanuatu, voilà, pour Fidji, etc. Donc les Calédoniens voyagent, mais c'est normal, c'est une île. Alors pourquoi admettre que les Calédoniens acceptent que les Calédoniens donc, voyagent et que leurs élus ne voyagent pas? Il nous faut nous enfermer comme des petits cochons là dans les parcs. Non, c'est pas possible. Parce que pour s'occuper de leurs problèmes, des fois, il faut aller en France, il faut aller aux États-Unis, il faut aller au Vietnam, il faut aller, voilà. Justement, le voyage au Vietnam. Vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler parce que le temps que vous reveniez, il y avait le ministre de l'Intérieur qui était sur place. C'est ça, oui. Voilà. Non, le voyage au Vietnam, en fait, c'était ben voilà, c'était une autre raison de sortir, c'est que la Nouvelle-Calédonie, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est membre d'une organisation internationale. Et nous sommes membres, nous, de l'APF, hein, c'est l'Assemblée des parlements francophones. Et il est important que les élus sortent aussi pour aller voir ce qui se passe, non seulement pas ce qui se passe, mais pour répondre aux sollicitations, aux invitations des responsables à l'extérieur. Et là, nous avons été invités par la présidente, hein, la présidente de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, Madame Nguyen Thu Anh, qui est la présidente de la section vietnamienne de l'APF, la section Asie-Pacifique. Voilà, puisque c'est elle qui, jusqu'à cette réunion de Da Nang au Vietnam, c'est elle qui présidait. Donc elle nous a invités, nous avons passé 3 jours là-bas, des discussions sur des thématiques importantes, hein, notamment c'est sur la façon dont le Parlement, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a fait face donc à la crise sanitaire, au Covid. On échange entre nous. Et sur la question du changement climatique, hein, ce sont des thématiques transverses. Donc c'est important d'en débattre. Et là, par exemple, cette section réunit qui? Eh bien, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, et ici dans le Pacifique, donc ça c'est l'Asie, et au niveau du Pacifique, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est la Polynésie française, c'est Wallis et Futuna, c'est le Vanuatu. Donc ces réunions sont importantes parce qu'on échange entre nous, on échange nos idées. Et c'est important ensuite ça nous permet d'éclairer l'esprit. Et ensuite, dans les discussions et dans les textes qui sont arrêtés ici, ben, ça nous permet ensuite peut-être de prendre les décisions les plus adéquates pour pouvoir faire face à ces problématiques-là. Alors ça, c'était une chose. Hein, donc, le Parlement francophone, vous parlez tous français quand vous vous retrouvez comme ça dans ces assemblées? Oui, mais il faut dire aussi qu'ils ont gardé quand même ils ont souhaité rester membres de l'Assemblée des parlements, des parlements francophones, malgré que le poids du français est vraiment tombé, quoi. Au Vietnam, j'ai été surpris, en fait, de parler anglais. Voilà, que la plupart des Vietnamiens parlent anglais maintenant. Voilà, le Cambodge pareil, le Laos pareil.
Mais ils tiennent à continuer à développer, dans le cadre de l'APF, justement, la défense de la langue française et l'utilisation de la langue française. Et nous, au-delà, si vous voulez, de la francophonie, ben, ce sont les rapports que nous pouvons établir avec ces personnes-là. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai quitté Danang j'ai demandé une rencontre avec le ministère des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam. Et grâce d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais les remercier, hein, grâce au conseil honoraire du Vietnam, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est M. Jean-Pierre Din, et avec l'aide aussi du consul du Vietnam à Sydney, M. Nguyen Tong, qui était de passage ici là, il y a quelques semaines et qui m'a facilité justement le contact pour que je puisse avoir une rencontre à Hanoï. Donc j'ai quitté Danang pour aller à Hanoï et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir rencontrer, non pas le ministre parce qu'il était en déplacement, mais quelqu'un qui était vraiment très intéressant, c'est le numéro 2 en fait. Ils appellent dans leur jargon local, là c'est l'assistant. Voilà, alors il s'appelle M. Nguyen Minh Vu. Et avec lui, nous avons vraiment une discussion vraiment très intéressante. Et j'étais étonné de savoir et de m'apercevoir. Bon, je signale que l'ambassadeur de France avait été présent aussi à la discussion sur Ordre de Paris. Donc, voilà. Donc il est venu. Je n'avais pas demandé qu'ils soient là, mais bon, il a été là demandé par Paris. La diplomatie est une compétence déjà un peu partagée. Voilà, donc ils l'ont fait remonter. Le pauvre, il était à Ho Chi Minh Ville, pour je ne sais plus quoi. Là, ils demandaient à la Fissa, il faut monter sur Hanoï pour accompagner le président Wavitan. Bon, enfin, bon. OK. C'est une chose. Mais ce qui est intéressant avec cette discussion, c'est de voir combien le Vietnam, avec qui nous partageons quand même une histoire coloniale aussi, hein, puisque ça a été colonisé par la France, et il y a une grande communauté vietnamienne qui est ici présente en Nouvelle-Calédonie. Ils souhaitent en fait, par rapport à cette histoire commune, qu'ils ont digéré, hein, on va dire, enfin l'histoire coloniale française, ils l'ont digéré. Ils n'ont plus de problème avec la France maintenant, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Ils ont repris les relations diplomatiques il y a déjà plus de 50 ans de ça. Ils ont signé il y a 10 ans de cela leur partenariat stratégique, voilà, et puis sur un certain nombre de thématiques, donc ils travaillent bien. Et ils travaillent bien ensemble. Mais le Vietnam est très intéressé à construire de nouvelles relations de partenariat au niveau notamment du commerce, du tourisme, etc., avec la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, l'assistant, M. Nguyen Minh Vu, nous a invités, donc par mon intermédiaire, donc il invite le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Congrès pour venir donc en 2023 discuter avec. On pourrait peut-être faire une mission commerciale ou avec le monde économique, par exemple, aller voir ce pays qui est vraiment développé maintenant. Hein, c'est plus le Vietnam d'autrefois, avec d'énormes potentialités. Quel type de partenariat on pourrait mener développer une coopération avec le Vietnam. Et même ils vont plus loin parce qu'ils disent qu'ils peuvent aussi nous aider on est en termes de conseils et tout ça, parce que comme la France, ils le connaissent quand même par rapport à l'histoire, pour faciliter les discussions entre les Calédoniens et le gouvernement français. Donc quand même, et voilà. C'est bien pour ça qu'on est à l'extérieur aussi et l'ambassadeur de France a approuvé ce genre de... Ben oui, il a pris beaucoup de notes, voilà. Il est très intéressant cet ambassadeur, monsieur Warnery. Mais il était pris aussi parce qu'en fait, après moi, je suis passé, ils nous ont reçus le 2 décembre à Hanoï. Et une semaine après, quelqu'un que la Calédonie connaît très bien et connaît très bien la Calédonie, en l'occurrence Gérard Larcher, eh ben, il était accueilli au Vietnam avec une délégation, voilà, une délégation de sénateurs, et d'après ce qu'ils nous ont dit là-bas, ils vont se recueillir sur le mausolée de Ho Chi Minh. Voilà, quand même, c'est un pas important quand même. Et ils ont pu parler de la Nouvelle-Calédonie, j'imagine aussi. Ben, je pense qu'ils ont dû parler de la Nouvelle-Calédonie parce qu'ils sont arrivés là-bas le 8 décembre. Voilà. Dans un tout autre domaine, mais le temps passe vite. Oui. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de la Maison de la Nouvelle-Calédonie. On en parle beaucoup. Il y avait le conseil d'administration qui se réunissait ce matin en visioconférence.
Quelle est la situation? On sait qu'il faut réviser les statuts de la maison, a priori, mais il y a des tiraillements avec la province sud, avec la province nord. Vous, comme président, qu'est-ce que vous allez préconiser comme solution? Il y a eu un, comment dire, un rapport de la Chambre territoriale des comptes qui a relevé certaines anomalies ou des dysfonctionnements de la maison de la Nouvelle-Calédonie donc, en 2019. Donc juste au moment où j'ai pris la présidence du Congrès. Et donc en fin d'année, donc, je me suis attelé à mettre en place les recommandations de la Chambre territoriale des comptes. Et dans une de ces recommandations, c'était de changer le statut. Le statut de la Maison de la Calédonie, c'était une association. Ça a permis, du point de vue de la Chambre territoriale, des dérives, hein, des dérives importantes que l'opinion a finalement su ici, hein, ça a été rendu public. Et depuis, nous avons travaillé sur ces recommandations-là, et notamment sur le statut d'un GIP, puisque la Chambre a recommandé la mise en place d'un GIP. Mais le GIP, le problème du GIP, donc nous avons, les statuts du GIP comment dire, ont été finalisés déjà depuis 2021. Mais nous avions comment dire, une étape importante à passer, c'est que les membres du conseil d'administration, que sont les collectivités, c'est-à-dire gouvernement mis à part, le Congrès et les trois promesses, devaient délibérer sur, comment dire, sur ce statut, hein, le statut du GIP, ou en tout cas, disons, à la bascule, hein, de l'association vers le GIP. Donc l'ensemble le Congrès a délibéré sur le nouveau statut. La province des îles l'a fait aussi, la province sud a fait aussi, et pour des raisons qui sont propres à la province nord ne l'a pas fait. Donc n'a pas délibéré. Et ça nous a bloqués. Ça nous a bloqués dans ce processus-là de, comment dire, de bascule. Transformation. Voilà, dans le sens pour appliquer les recommandations. Alors, ça a posé des problèmes budgétaires aussi. Et là, parce qu'après, chacun s'est joué de sa propre autonomie financière, qui servent aussi de levier dans les discussions, n'est-ce pas? Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, avec ça, ça a impacté négativement la situation financière de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, puisque, à l'heure où je vous parle, la réserve pour pouvoir fonctionner au niveau de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, c'est jusqu'au 15 janvier. Donc au 15 janvier, si on n'a pas de nouvelles, subventions, si de nouvelles subventions ne rentrent pas dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie, la Maison de la Nouvelle-Calédonie risque d'être fermée. D'être en cessation de paiement, de fermer carrément. D'être en cessation de paiement et de fermer. Nous avons eu une réunion ce matin du conseil d'administration, et nous avons pris une décision d'ailleurs très importante. À partir du moment où les trois collectivités que sont les deux provinces, Île, Sud et le Congrès, donc ont déjà délibéré sur le statut du GIP, la décision qui a été prise avec le gouvernement, puisque le président Mapoué a assisté ce matin, c'est de proposer un plan on va dire de trésorerie sur 3 mois à venir, donc d'ici à la fin du premier trimestre, et avec un plan de transition avec la mise en œuvre des recommandations de la Chambre territoriale des comptes et la recherche avec nos équipes qui sont sur place là-bas, des pistes d'économie pour pouvoir survivre, on va dire. Donc le président a annoncé la participation du gouvernement à 15 millions par mois, donc c'est 15 millions janvier, février, mars. Nous recherchons aussi la possibilité pour que la province sud verse un reliquat aussi qui nous doivent, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie de 29 millions. Et puis la province des îles, elle est, comment dire... Elle a payé. Elle a payé. Non, elle a payé, il n'y a pas de problème. Et la province nord? Et la province nord, pour le moment, elle est dans l'attente. Donc, ce que nous avons dit ce matin, c'était donc avec ce plan de transition, les statuts du GIP le permettent. Nous allons démarrer, la bascule va être faite dans les semaines qui viennent pour que de l'association, donc on bascule au GIP
qui va regrouper dans un premier temps le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement, la province des îles et la province sud, et puis on laissera la possibilité à la province nord, en fonction de la situation, qu'elle va ensuite juger, si c'est bon ou si c'est pas bon, satisfaisant ou pas satisfaisant pour elle, de nous rejoindre. Donc là, tout le monde, tous les responsables qui étaient là autour de la table ce matin ont été d'accord pour sauver la maison de la Nouvelle-Calédonie. Et puis pour les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on a quand même plaidé ce matin pour dire qu'on ne peut pas, comment faire, laisser aller la maison de la Nouvelle-Calédonie donc à une cessation de paiement. Tout le monde reconnaît qu'elle fait un très bon travail. Tout le monde reconnaît que la Nouvelle-Calédonie, on en a besoin, qu'elle fait un travail utile et nécessaire pour les malades, pour les étudiants, pour les gens qui passent, et qu'il faut absolument la sauver. Je peux vous dire que ce matin, nous avons pris les décisions adéquates pour sauver la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Bonne nouvelle. Son directeur, ça dépend aussi de ses nouveaux statuts. Pour l'instant, c'est une direction par intérim. Actuellement, c'est une jeune dame, jeune dame calédonienne, très compétente, que j'ai placée à la tête de la maison de la Nouvelle-Calédonie par intérim. Une fois que la maison de la Nouvelle-Calédonie va fonctionner sur le régime, sur le statut du GIP, donc dans les semaines, ou dans les quelques mois qui viennent, dans les premiers mois de l'année, nous allons lancer un AVP pour recruter le nouveau directeur de la maison de la Nouvelle-Calédonie. Bien, vous nous tiendrez au courant. Voilà. Dans l'actualité purement politique, j'ai envie de vous demander où en est l'Union calédonienne. Vous avez failli... Ah mais attention, il faut demander à Daniel Goa et Pierre-Chanel de Goro. Vous auriez pu en être élu président. Vous avez été présenté comme candidat par plusieurs sections. Oui, voilà, c'est ça. Vous auriez aimé reprendre du service à la tête Pas trop, parce que j'ai déjà suffisamment à faire avec ce que j'ai là en ce moment. Mais bon, parce que chez nous, ce sont les structures qui décident. C'est ma région, la région d'Oubert, donc a proposé que je sois président, voilà, dans cette étape-là dans laquelle nous sommes. Et puis voilà, ils ont présenté ma candidature. Puis voilà. Mais vous ne regrettez pas. Lucé a un petit peu le rôle du méchant aujourd'hui. C'est ceux qui tiennent des propos un peu violents, qui ne veulent pas aller à Paris, qui ne veulent pas discuter, avec le Palika qui lui fait figure du gentil, qui est prêt à ouvrir les négociations. C'est quoi? C'est un partage de rôle ou c'est vraiment une différence d'appréciation de l'avenir des choses? Non, c'est pas le partage des rôles. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il a à penser. Voilà. Donc, et dire, non, c'est pas le partage des rôles. Je pense que les propos, ce sont les médias qui disent que ce sont les propos violents de Daniel Goa, mais je pense qu'il a pu s'en expliquer. C'est pas aussi violent que ça. Il a essayé de dire rappeler des vérités, rappeler des décisions qui ont été prises dans le passé. Et puis, c'était plus sous forme d'alerte. Voilà. Parce que le fait que l'État donc a quitté sa posture comment on va dire ça d'impartialité. D'impartialité, pardon, je cherchais le mot. D'impartialité, c'était le maître mot quand même de l'accord de Matignon, ça. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Je ne sais pas s'il est peut-être au niveau de ceux qui m'écoutent, ils ont peut-être oublié ça, mais à l'époque, le retour de la paix, parce qu'on était quand même au bord de la guerre civile à l'époque, hein. Donc le retour à la paix, c'était quoi les conditions? C'était oui, la paix. Donc la paix va s'installer, on va mettre toutes les modalités pour que la paix revienne. Mais il y a quand même une condition, c'était le rôle de l'État. Il fallait que l'État soit impartial et au service de tous. Ça ne s'est pas passé comme ça toutes les dernières années là, qui viennent de s'écouler. Donc évidemment, c'est une alerte, en fait, que le président Goa, dans sa responsabilité de président, l'a annoncé. C'était pas une menace, c'était pas un chantage à la paix. Non, c'était pas une menace, c'était pas un chantage. Il a dit parce qu'il devait le dire en tant que président. Maintenant, pour les autres partis, chacun est autonome. Hein. Voilà, et c'est vrai qu'on a le même, nous défendons le même objectif qui est celui d'atteindre l'indépendance du pays dans les années qui viennent. L'UNI parle d'association avec partenariat, pas vous. On a des stratégies différentes. Et c'est pour ça qu'on a souhaité
qu'il y ait avant qu'on se présente pour vraiment les négociations, puisque là, c'est dans cette première phase, on est dans les discussions, là, voilà. Mais pour qu'il y ait donc une véritable négociation, il faut qu'on se mette tous d'accord avant. C'est pour ça d'ailleurs que d'ailleurs le ministre Darmanin l'a très bien compris. Et il a accepté finalement de laisser ce temps nécessaire donc pour que les forces indépendantistes, progressistes et nationalistes, on va dire, voilà, de la famille indépendantiste, donc trouvent les voies et les moyens pour pouvoir ensuite venir à la négociation dans un second temps. Voilà, et ce sera après le congrès de février. Je crois ils ont placé en février, ils vont le confirmer, là, je pense. Le Le congrès bureau du politique, FLNKS le suivi congrès du du congrès FLNKS, populaire. suivi du congrès populaire. Voilà. On parle d'un président du FLNKS, ça vous intéresserait? À défaut d'avoir été élu président de l'UC? Moi, j'essaie de prendre les postes qu'on me propose. Hein. C'est pas. Je suis toujours là. Ça fait plus de 40 ans que je travaille là, comment dire, dans le domaine politique. Hein. Maintenant, si on me propose un poste, pourquoi pas. Mais j'apporterai toujours ma contribution, hein, là où je serai, à la construction de ce projet que nous avons en commun, quand même, d'arriver un jour à être maître de notre destin. Puisque c'est ça, finalement. Hein. C'est le droit international, quand même, nous couvre. Puisque le droit international concernant les peuples colonisés, c'est bien que ces peuples-là puissent un jour maîtriser leur destin. L'État qui n'est plus impartial, selon vous, vous avez eu l'impression que Gérald Darmanin, lors de sa dernière visite, ne respectait pas cette partialité, ou au contraire, vous avez été un peu heureusement surpris par son déplacement, par ses annonces, les prises de position? Je pense que tous les responsables politiques indépendantistes ont souligné son état d'esprit. Il avait un état d'esprit quand même, on va dire, pour parler populaire, un peu plus cool quand même. Hein. Voilà, il n'est pas venu pour dire ici c'est la France et puis il n'y a pas d'autre. Il a quand même pris en compte les résultats des 3 référendums en disant que la solution d'avenir se faisait dans le cadre de la République française. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais ça c'est sa position. C'est pas notre position. Hein. Non, mais donc, voilà. Dès qu'il l'a pas dit, je veux dire, non, mais c'est normal. Il l'a dit quand même un peu. Hein. C'est normal, il est ministre, il est ministre de l'Intérieur, il parle au nom de la France, au nom du président Macron. C'est pas notre position. Hein. C'est pas notre position, d'autant plus que nous avons fait une démarche, quand même, hein, vous savez ça, auprès de la Cour internationale de justice, pour que cette Cour internationale de justice dise le droit. Et vous n'avez pas de nouvelles, ce sera quand? Ah, ben ça, ça va prendre du temps, hein. Parce que ça passe par par un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc c'est un peu plus long. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait le déplacement dans le Pacifique là, la semaine dernière, ou il y a 10 jours de cela. Donc c'est pour dire qu'on on a toujours contesté, si vous voulez, hein, le troisième référendum, et ça ne ferme pas, ça ne nous empêche pas, dans un premier temps, de discuter, puisqu'on a commencé à discuter. Après, il y aura les négociations qui vont venir et de façon concomitante, notre dossier, Cour internationale de justice via l'Assemblée générale des Nations unies va suivre son cours. Voilà, parce que c'est important de poser la question à la Cour internationale de justice pour savoir finalement quoi. Pour savoir si les conditions dans lesquelles s'est déroulé le troisième référendum et plus généralement l'application de l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa respectent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. À partir du moment où, quand même, le peuple kanak n'a pas participé à ce troisième référendum. Mais l'État français donc, a fait la sourde oreille, voilà, il devient aveugle, et il dit que, ben non, j'ai acté ce troisième référendum. Donc, il y a un contentieux qui est né là. C'est pas nous qui avons fait naître le contentieux. C'est l'État français qui a fait naître le contentieux. Et si l'accord de justice valide le troisième référendum, là, vous l'accepterez? Mais c'est impossible pour nous d'accepter le troisième référendum. C'est pas possible. Mais on va demander. Même s'il est validé mais par les instances internationales. Nous sommes pratiquement sûrs qu'en fait, ils ne pourront pas valider. Mais ça ne vous empêchera pas de discuter entre-temps? Mais la discussion, il faut bien la discuter. On ne peut pas attendre, parce que ça va prendre du temps. Déjà, nous avons pensé qu'il était possible que l'Assemblée générale vote parce que c'est un projet de résolution, c'est la question que je viens de décrire là. Nous avons pensé que l'Assemblée générale allait pouvoir le voter donc en décembre. On n'a pas eu le temps parce que ils n'ont pas eu le temps
de prendre en considération ce projet, mais nous avons comment dire, la possibilité, dans les mois qui viennent, de faire en sorte que l'Assemblée générale, dans sa 77e session, puisqu'elle est toujours dans la 77e session là, puisse prendre en considération et ensuite le voter dans les mois qui viennent. Alors nous, on espère que l'Assemblée générale le votera en février. Voilà, en février, au moment où le congrès du FNKS aura pris les décisions pour les discussions et les négociations. Et à ce moment-là, dès que l'Assemblée générale aura voté ce texte, ce projet de résolution, la résolution, elle est transmise dans les heures qui viennent à la Cour internationale de justice, et ensuite c'est la Cour qui rentre dans ces délais. Mais c'est dans ses propres délais. Ce qui est important pour nous au niveau du levier politique, c'est la décision en fait de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais cela ne nous empêchera pas de toute façon de reprendre des discussions éventuellement au mois de mars avec l'État. Cela ne nous empêche pas de continuer à discuter, parce qu'il faut discuter. Voilà. Avec vos partenaires aussi, ou uniquement avec l'État? Non, on discute avec nos partenaires aussi. Les groupes de travail, vous allez y assister? Non, pas dans un premier temps, mais éventuellement mars-avril, voilà, ça va venir dans un second temps, tout ça. Comment vous voyez la suite du calendrier, du processus? On sort quand de l'accord de Nouméa? Quand est-ce qu'on trouve éventuellement une solution? Ça va être l'année 2023 va être consacrée à ça? Moi, je pense que l'année 2023, il ne faut pas refaire les erreurs que nous avons fait à Matignon, au niveau du timing, du temps, et au niveau de 98. Vous voyez, 98, Matignon, c'était quoi? C'était quelques heures, quelques jours de discussion. Et il y avait tellement de choses à discuter. C'était d'abord et avant tout la paix, qu'il fallait ramener la paix ici en Calédonie, donc ils l'ont fait. Ensuite, il y a eu Undino après, voilà, pour la discussion. L'accord de Nouméa, pour trouver la fameuse solution consensuelle que Jacques Lafleur avait lancée à l'époque, et le FNKS avait accepté. Alain Juppé, qui était Premier ministre à l'époque, a ouvert quand même la discussion le 9 octobre 1995, hein, c'est-à-dire 3 ans en amont. Mais en fait, c'est un peu la faute à tout le monde, on va dire, ou la faute à pas de chance, qui a fait qu'avec le préalable minier, ça a traîné en longueur, et puis que nous avons pu disposer que de quelques mois pour discuter de l'accord de Nouméa. Du coup, ne serait-ce que sur les référendums, les résultats des référendums, on est resté à 3 référendums, quoi. Voilà, si c'est à chaque fois le non qui l'emporte. Je pense que là, nous avons du temps. Nous avons du temps, puisque là, nous sommes en 2003. Nous sommes dans le mandat 2019-2024. Le président Mapou, lors de sa déclaration de politique générale, a été dans ce calendrier-là, a annoncé ses réformes, notamment la réforme fiscale. Donc, dans ce calendrier-là, moi, je pense que la solution de sagesse, c'est qu'on puisse passer l'année, non, c'est pas passer l'année, mais occuper l'année de 2023 à discuter au mieux, parce que nous avons tellement de sujets à discuter. Puis il faut vraiment trouver une solution gagnant-gagnant, on va dire, et qui soit adaptée au contexte local, au contexte de notre pays. Là, en cette année 2023, il faut quand même du temps. Vous voyez, parce que là, j'étais un petit peu étonné qu'ils mettent en place rapidement un groupe de travail sur le foncier. Mais le foncier, mais mon Dieu, mais c'est tout le, le foncier, c'est toute l'architecture de la civilisation kanak, ça. Et on va aller discuter de ça pour combien? Pendant 1 heure? Mais c'est pas possible, c'est pas sérieux. Les groupes de travail c'est pas sérieux. Pour moi, je dis c'est pas sérieux. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour discuter. Parce qu'il faut d'abord se comprendre. Ici, on ne se comprend pas parce que chacun parle. On parle tous en français, mais on ne se comprend pas. Donc, il y a un problème. Ou alors, il faut décider qu'on parle une langue, puis on s'exprime dans cette langue-là. Si on ne peut pas trouver soit le Ndjoubéa dans notre langue ou le Ntehou, à ce moment-là, on va demander aux Vietnamiens, on va parler en vietnamien pour pouvoir mieux se comprendre. Mais non, mais je rigole. Mais en fait, il y a une incompréhension fondamentale entre les gens ici. Attention, hein.
Mais c'est comme ça quand il y a plusieurs peuples qui se sont affrontés et qui vivent dans une petite île comme ça. Mais si on prend du temps, on arrive à trouver, on arrive à se comprendre finalement. Moi, je pense que C'est ce qui a été fait, ce que tout le monde dit. Ça a été fait en 88, en 98. l'année 2003 doit être 2023, pardon. L'année 2023 devrait être consacrée à la discussion, négociation. C'est plus sage. C'est plus sage. On a tellement de sujets et puis après il faut que les gens s'y mettent quoi, hein, pour pouvoir trouver le statut qui va nous qui va nous permettre de sortir un peu c'est pas un peu de sortir de cette un peu de ce stockyard dans lequel nous sommes enfermés comme du bétail là. Donc il faut tirer tout ça par le haut. Donc il faut quand même un peu de temps. Il faut un peu de temps. Et là, sur toute la question, toutes ces questions foncières, la question civilisationnelle, etc., tout ça, ça demande du temps à parler. Il n'y a pas qu'un problème d'argent. Il n'y a pas un problème d'argent. Il faut que les gens soient bien dans la tête, bien dans leur tête. Regardez le nombre de personnes qui sont, qui sont impactées négativement par tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Le vendredi dernier, on a fait le Noël solidaire du Congrès, comment ça s'appelle déjà là À l'accueil. Oui, à l'accueil, voilà, à l'accueil là. Ben, le nombre, moi je suis effaré de voir que le nombre de personnes qui sont sans abri, quoi. Ils sont presque 800. Et c'est essentiellement essentiellement des Kanaks océaniens. Il y a un petit peu aussi des métropolitains aussi qui sont dans la rue là. Donc tout ça, c'est impacté par la situation dans laquelle nous sommes. Il y a quand même un minima une réflexion à avoir là-dessus. On ne peut pas laisser autant de gens dans la rue, on ne peut pas laisser autant de monde dans la rue. C'est ce que je leur ai dit. Et d'ailleurs, j'ai l'intention, avec les équipes qui m'ont accompagné, c'était essentiellement des jeunes élus, à ce Noël solidaire de vendredi dernier, de mettre en place peut-être une sorte de commission spéciale précarité ou d'extrême précarité, quelque chose comme ça, au Congrès, quoi, pour pouvoir apporter notre pierre, pour pouvoir contribuer donc à la résolution de ce problème-là. On ne peut pas laisser passer ça. C'est comme c'est l'impact aussi de la société dans laquelle nous vivons actuellement. Toutes ces violences-là, intrafamiliales, c'est pas possible que ça dure. Toute cette jeunesse, heureusement pas toute la jeunesse, mais une partie de la jeunesse en dérive. On ne peut pas laisser passer ça. Mais on voit bien que tous les spécialistes, les experts disent quoi? Mais disent qu'en fait, c'est la société calédonienne qui secrète, voilà, comment dire, ces choses-là, ces phénomènes-là. Donc il faut quand même attaquer au fond peut-être tous les problèmes d'égalité, de chance des uns et des autres pour pouvoir s'en sortir. Je pense que c'est un problème qu'il faut sérieusement s'y pencher. Voilà, c'est toutes ces questions d'inégalité et tout ça, mais ça demande du temps pour discuter avant de prendre les décisions qui s'imposent. C'est votre message. Parce qu'il faut, mais oui, aux Calédoniens cette veille de Noël. Ben alors, oui, de la veille de Noël, on a besoin d'aller au fond des problèmes maintenant. Parce que sinon, on va rester à la surface des vagues et on va arriver peut-être, on va nous imposer, disons, un statut qui va faire en sorte que dans quelques années, on va recommencer encore ce qu'on n'a pas pu faire à un moment donné parce qu'on est allé trop vite. Donc, je voulais dire aux Calédoniens, eh bien, faites-nous confiance parce que nous avons l'expérience et la volonté. Je pense que je dis ça, ce sont les responsables politiques, les élus du gouvernement, les élus du Congrès d'aller dans ce sens-là pour s'occuper de nos, de nos populations qui sont dans le mal-être, qui sont dans des inégalités, qui souffrent de l'inégalité de traitement. Et nous ferons tout à notre pouvoir pour trouver les solutions qui s'imposent pour faire en sorte qu'on puisse vivre finalement heureux, puisque c'est ce qu'on cherche, non? C'est de pouvoir, le bien-être de notre population et de vivre heureux sous un caillou ensoleillé. Et comme disait, je ne sais plus qui, là, je crois que c'est premier président des États-Unis, il disait, mais après les nuages noirs, il y a toujours le soleil qui brille. Joyeux Noël,
et bonne année 2023. Merci Rocco Huitan d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45 qui sera disponible dans un instant en audio et en vidéo sur notre site internet. Et dans quelques instants, votre prochain rendez-vous d'information à 13h, le Flash qui vous sera présenté par Jean-François Bodin. RRB,